Aujourd'hui, dernière œuvre de la série de 3 vidéos que je fais sur les œuvres que je respecte le plus. Après Dragon Ball, après Hunter x Hunter, on a maintenant JoJo's Bizarre Adventure. Je sais que cette œuvre ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté, mais moi c'est une œuvre que je respecte. De toute façon, quand vous entendez Monsieur Kujo, vous devriez déjà avoir compris. Mais voilà, un rappel à l'ordre de temps en temps, ça ne fait pas de mal, surtout que pour moi, tout le monde devrait respecter JoJo's Bizarre Adventure. Mais bon, avant de commencer la vidéo, le petit rituel. L'élite, j'espère que vous allez bien. Oh, moi ça va, merci de demander. C'est Otroga Kujo, Molière du manga animé. Salut aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Comme dit précédemment, le thème du jour c'est Jojo. Et Jojo, c'est spécial. Je me souviens au collège, un camarade de classe qui me parlait de Jojo. Il me disait, oh mais vas-y lis, c'est la famille Joestar, en fait c'est une lignée, etc. etc. Ensuite les stands. J'ai négligé, j'ai préféré suivre sa recommandation sur Nanatsu no Taizai. Puis il y a eu le confinement et j'ai découvert Jojo. Le run était historique, j'ai dévoré de la partie 1 jusqu'au milieu de la partie 4. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi je n'ai pas pu m'arrêter? Qu'est-ce que cette œuvre m'a fait pour que je me surnomme Monsieur Kujo? En fin de compte, la vraie question c'est pourquoi je respecte JoJo's Bizarre Adventure? Carrément, je ne sais même pas par où commencer. Il y a certes plusieurs parties, mais elles sont toutes liées à un événement. L'arrivée de Dio Brando dans le manoir des Joestar. C'était la pire décision. Cet homme a juste pourri la vie de toute la lignée de Jonathan Joestar. Je ne sais pas ce que Dio Brando avait, mais ce mec est juste méchant pour être méchant, jusqu'à s'approprier le corps d'un défunt. Je ne sais pas à quel point il est obsédé par Jonathan lui-même pour lui faire du mal. Dans Jojo, le schéma narratif est très intéressant à suivre. Il y a des éléments qu'on retrouve dans toutes les parties, et je trouve que pour moi, c'est ce qui fait sa force. D'abord, tout bête, les protagonistes de chaque partie ont le surnom Jojo. D'abord avec Joestar, et j'aime bien cette ingéniosité qui fait que même quand on va au Japon, bam, Jotaro Kujo. Et ensuite, Josuke Higashikata. Les gens diront, oh, mais Josuke, ça marche pas. En fait, j'ai lu, parce que je me suis documenté, qu'en fait, le Suke, au Japon, ça peut aussi se lire Jo. D'où le Jojo. Donc, tu vois vraiment que c'est recherché. En plus, ils le disent dans le premier épisode. Après, en Italie, Giorno Giovanna. Araki, t'es trop fort, mec. Même en Italie, vraiment. Et ensuite, ce qui n'a pas été adapté, c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Mais qui dit protagoniste, dit qu'il doit être entouré. Et la communauté a appelé ces personnes-là les Joe Bros. Non, même déjà le blaze s'en jette. On peut citer les plus iconiques selon moi. Speedwagon, le frérot. César, Jean-Pierre Polnareff, Mohamed Abdul, Koichi, Rohan Kishibe, Charati, Mista, Emporio, Hermès. Non, vraiment, c'est des persos de qualité. Du coup, c'est le deuxième élément qu'on retrouve dans le schéma narratif de toutes les parties. Vous verrez que ça se passe souvent de la même manière. Le Jojo a sa quête, puis dans sa quête, il se fait des alliés. Et généralement, les objectifs se rejoignent, et ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Mais il y a des vrais, qui sont là par pur bénévolat et par bonté, et c'est Kakyoin et Koichi. Et le dernier élément qu'on retrouve à partir de la partie 3, c'est le cheminement vers l'antagoniste avec une série de personnages faisant obstacle au protagoniste. Et là, tu ressens vraiment le côté des œuvres de l'époque, où il y a vraiment beaucoup de chemin à parcourir pour voir l'antagoniste et le défaire. Aujourd'hui, t'as Lanta qui met la raclée plusieurs fois au protagoniste, et ensuite combat final. Et malgré ce schéma, dans JoJo, ce n'est jamais la même chose, et je vais prendre 3 parties en exemple pour l'illustrer. Stardust Crusaders, Golden Wind et Stone Ocean. Ces 3 parties sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on a l'antagoniste à abattre, et dans le monde dans lequel la partie prend place, il y a énormément d'obstacles, enfin plutôt des antagonistes qui sont à la solde du boss de fin. Ici on parle donc de Dio, de Diavolo, de Pucci, mais ce qui rend ces parties différentes, c'est les enjeux. Partie 3, Jotaro doit venir à bout de Dio pour sauver sa mère. Giorno intègre Passionné pour devenir le boss du gang, et Jolene doit sortir de prison. Et je sais pas pour vous, mais ce que je trouve bien, c'est que tu sens que c'est pas redondant, car tu changes vraiment d'ambiance et d'environnement pour les 3 parties. Certains de vous pourront me dire, mais c'est logique. Dans d'autres mangas, quand tu changes d'arc ou même de lieu lorsque ça arrive, on verra que c'est plus le changement d'antagoniste qui constitue une crainte et la nécessité de s'adapter et de changer. Si je parle de lieu, des fois on va dire que le climat il est comme si, oh les gens ils sont comme ça, mais c'est un truc qui disparaît assez vite pour laisser place à l'intrigue principale. Mais pas dans Jojo. Tu vas en Égypte, mon gars, là-bas il fait chaud, il y a le désert, fait avec. Ah ouais, toi t'es un mec de gang, mon gars, on va t'envoyer des tueurs. Attends, toi tu veux t'évader en prison, va en isolement et attends ton tour pour téléphoner. Tout ça c'est sûrement possible grâce au changement de personnages entre les parties, mais c'est justement la qualité de l'œuvre, car sur plus de 100 tomes, t'as pas l'impression de revivre la même chose encore et encore. Alors que le schéma narratif est le même. Et de la partie 1 à 6, l'influence de Dio est omniprésente. Et c'est même pas dérangeant. Mais attends, c'est un truc de ouf quand même. Partie 1, il devient vampire en trouvant le masque. Partie 2, bon, il est pas trop là, mais partie 3, il
il a hypnotisé tous les boucs. Oh, Dio-sama par-ci, oh, Dio-sama par-là, jusqu'au Japon. Il a envoyé des gens pour tuer la descendance de Jonathan. Je sais pas si on se rend compte que les Star Wars Crusaders sont allés en Égypte et il n'y a pas un seul moment de répit. Ils sont dans le désert, sbire de Dio. Sous-marin, sbire de Dio. Tu sors du sous-marin, bam, on t'attaque. On te ramène un chien par hélicoptère, bam, un aveugle t'attaque. Je pense qu'en tant que Star Wars Crusader, je me serais posé la question, mais pourquoi tu m'attaques, hein? Comme 50. What do you say? Je ne suis pas le responsable de ta cécité. Nah. Dio c'est vraiment trop, mais c'est le personnage et son influence qui lie vraiment les parties entre elles, et c'est ça qui est lourd, excepté Giorno qui est vraiment le fils de ce type. Si les Jojo, en l'occurrence les Joestar, pouvaient mener une vie tranquille, ils le feraient. En fait j'ai même envie de dire que c'était le cas. Et ce qui est bien c'est qu'ils agissent vraiment parce que ça les atteint, c'est pas un devoir moral ou quelque chose comme ça. Regardez, Joseph, orphelin, mène sa vie à New York City, et comme c'est un manière d'onde, ça veut le tuer. Partie 3, le cercueil des Dio est remonté à la surface. Oli, la fille de Joseph et la mère de Jotaro, tombe malade, donc il faut battre Dio. Et comme par hasard, les gens qui le rejoignent ont une dent contre Dio, sauf Kakyoin. Vous pensez que c'est fini? Non. Josuke, dans sa ville paisible de Morio, il y a une flèche tenue par qui? Un ancien sbire de Dio. Maintenant, t'es mal les conséquences. Toujours pas fini, hein, partie 5, on ne se cache même plus. On suit carrément le fils de Dio Brando. Et pour finir, dans la partie 6, Jolene est tranquille dans sa Miami Vibes en voiture, puis elle est victime d'un coup monté de la part d'un sbire de Dio, John Gally A. Parce qu'il a le somme de Jotaro. Et ensuite, on a le petit prêtre Pucci qui partait au Vatican tranquille étudier la théologie, et il est tombé sur Dio qui lui a retourné le cerveau comme never et vient porter la croix pour faire le mal en prison sur une petite accusée à tort. Non, vraiment Dio Brando les gars. Quel homme. Quand on dit que quelqu'un a plusieurs vies, c'est vraiment ce personnage qui incarne cette expression. Et juste ce personnage, ça rend Jojo incroyable. Mais si ce n'était que ça, je ne ferais pas de vidéo pour dire que ça fait partie des 3 œuvres que je respecte fortement. Non, il en faut plus. On abrège souvent en disant Jojo, mais on oublie de prendre en compte toute la dimension qu'il y a derrière. L'œuvre s'appelle Jojo's Bizarre Adventure. Bizarre Adventure, tout est dans le nom et on l'oublie souvent. L'œuvre est complètement loufoque et c'est ça qui fait son charme. Et c'est même drôle par moments. Surtout les parties 2 et 3, merci Joseph. Mais je m'éparpille, ce n'est pas le sujet. Jojo, je peux l'admettre, c'est atypique. On aime ou on n'aime pas, mais c'est ce côté bizarre et aventure qui la rend pour moi respectable. Ça se manifeste certes par l'histoire, mais ça commence d'abord par les graphismes, autant dans le manga que dans l'anime. Ça passe par des perspectives, les changements de couleurs, les chara-design ou encore les Jojo caractères. Et je reste sur ce dernier point parce qu'il faut que je vous dise, à la fin de la partie 2, il y a ce moment où il y a le cercueil de Dio qui remonte. Puis, il y a les Jojo caractères sur un couloir et on voit un aperçu de Jotaro. Les gars, juste ça m'a suffi pour dire que Jotaro serait mon personnage préféré de Jojo. Oui, juste ça. Du coup, on a aussi les poses des personnages et donc cette dimension bizarre s'illustre déjà par ça. Mais pas que. Parce que tout porte à croire qu'on est dans un monde normal. Et en soi, c'est le cas, sauf que chaque Jojo vit des aventures bizarres vraiment hors du commun. Ça commence avec les vampires. On te dit, pour les contrer, il y a Londres. Ah, Zeppeli, un bon gars. Courte apparition, mais marquante. J'aimerais encore parler de Dio, qui a réussi à s'emparer du corps de Jonathan et vit sa vie avec. Joseph, qui doit se battre contre des vampires. En plus, lui et sa personnalité, ça a vraiment rendu la partie 2 amusante à regarder, sans parler des événements qu'il y a, comme César, ou Joseph qui voit sa mère nue sans savoir que c'est sa mère. Puis, il va se battre contre une horde de vampires en mode Jeux Olympiques, et Joseph vit tous ces trucs bizarres, mais s'en sort avec des moyens farfelus, et ça, j'aime trop. Et quand tu penses que c'est bizarre, ce n'est jamais assez. Jotaro, 17 ans, est dans une cellule. Il boit de l'alcool, écoute de la musique, puis il dit « Oh, truc bizarre, je suis possédé. » Et là, shoot dans la tête, là tu vois un bail. On te dit « Stando ». Oh. Et c'est vraiment les stands qui ont appuyé ce côté bizarre. Moi, avant 2020, je comprenais pas quand les gens disaient « Oh, je vais sortir mon stand ». Mais maintenant, je comprends et c'est un concept de fou. Ça ne m'étonnerait pas que ça ait inspiré des œuvres comme Shaman King, par exemple. Les stands minces, Araki avait vraiment trop d'inspi, déjà en trouvant des noms qui sont pratiquement toutes des références du milieu musical ou de la mode. Et dans chaque partie, ils partaient loin. Des Yosundur, des Killer Queen. Non, Jojo, c'est vraiment trop bien. J'en ai parlé plus tôt. Mais vraiment, ce qui a accentué ce côté bizarre là pour moi, c'est le fait que le Jojo se retrouve embarqué dans une péripétie et sur son chemin, il n'a que des trucs bizarres. Et ça fait que le bizarre aventure, c'est le graphisme, les personnages, les stands, les événements. C'est très atypique et à chaque fois, c'est différent de par la mission du personnage et par les stands. Et ce qui est bien avec les stands, c'est qu'ils ont des capacités propres à leur utilisateur. Tu dois te creuser les méninges pour en arriver à bout. Et ça dans chaque combat. Maintenant,
Maintenant, dans les combats, regarde aussi, tu vas avoir des animaux qui se battent entre eux, des parties de poker, tu vas avoir un gars qui lèche la joue d'un autre, un serial killer qui prend le petit-déj avec les mains de ses victimes, des CD qui sortent de la tête de certains personnages, ou encore un petit habillé en joueur de baseball qui est né et a grandi en prison. Là, en disant tout ça, je me demande comment ça ne choque personne. Non, parce que peut-être que je dois faire un bref résumé de chaque partie pour que vous saisissiez. Partie 1, arrivée de Dio. Il empoisonne son bienfaiteur. Il embrasse la femme de son frère adoptif. Et il devient vampire. Partie 2, ta mère est ton mentor, mais tu ne le sais pas. Des vampires s'appellent AC/DC et Cars. Il y a des nazis. Un personnage qui s'appelle Chariot Rapide a donné sa vie pour les Joestar et n'a pas eu d'enfant. Speedwagon, on n'en fait plus des comme lui. Partie 3, Jotaro, je l'aime bien, hein, mais un perso de 17 ans qui s'enferme dans une cellule insulte sa mère, ça choque personne. Et j'ai envie de dire que dans la partie 3, le seul qui s'offusque vraiment, c'est Joseph Joestar avec ses Oh my god. Mais bon, on poursuit. Un Kakyoin qui décide d'endurer toute une cerise de sa salive, ça ne choque personne. J'espère que quand on apprend qu'il y a des bébés manieurs de stand, ça vous choque. Non, vraiment, partie 3, c'est vraiment la partie qui allie bizarre et aventure. Quant à Mohamed Hamidou et Joseph qui se trouvent collés l'un à l'autre, c'est super drôle. Partie 4, j'ai moins apprécié, mais on est sur un format enquête, mais ça rend pas la chose moins bizarre. Non, pas du tout, parce que tu passes dans une certaine allée, il y a une humaine et un chien fantôme. Ou est-ce qu'on parle du fait qu'un extraterrestre soit terré dans les antennes de la ville? Est-ce qu'on en parle du mec qui a sa propre série au livre et son Evans d'or? L'expression « je lis en toi comme dans un livre ouvert » n'a jamais autant pris sens. Attendez, j'ai oublié un détail par rapport à la partie 4. Le Jojo de la partie 4 se retrouve être l'oncle du Jojo de la partie 3, sachant que le Jojo de la partie 3 est le petit-fils du Jojo de la partie 2. Vous comprendrez que Joseph n'a pas pu s'empêcher de dérégler l'arbre généalogique des Joestar. Partie 5, le mec veut littéralement intégrer un gang. Un ancien policier devient membre d'un gang. Le chef de gang veut qu'on protège sa fille, mais en même temps, attaquer sa fille. Et toujours Diabolo qui a un trouble dissociatif de l'identité. Partie 6. Jolene Scofield Kujo veut s'échapper de prison. La famille Kujo qui se retrouve enfermée dans une pièce aspergée de liquide blanc. Un plancton qui vit dans l'eau et devient prisonnier et manieur de stand. Désolé Margot FE, mais bon, voilà quoi. Et pour pas aggraver les choses, hein, non. Il y a un gars qui s'appelle Prévision Météo. Et vous savez c'est quoi son pouvoir? Faire la météo. Non, je tire sur Wes aka Weather Reporto, mais les gars, c'est juste trop. Dites-vous, c'est un seul mec qui sort tout ça de son cerveau. Et plus on avance dans Jojo, plus les combats sont tous remportés de manière ingénieuse. Peut-être que les gens feront la critique du fait qu'ils viennent de découvrir leur pouvoir et battent leur ennemi en un seul coup. Je peux l'entendre, mais ne pas l'accepter, car plus ils apprennent leur pouvoir, plus la difficulté augmente. Ils doivent redoubler d'efforts, surtout que les ennemis qu'ils combattent ne sont pas des ennemis de fin, mais des obstacles à un objectif. Ils ont plusieurs fois échoué à atteindre leur objectif. Je pense à Josuke quand il fallait retrouver le manieur de stand de Killer Queen. J'ai pas tout listé, c'est pas le but, mais je suis vraiment là pour vous montrer pourquoi je respecte Jojo et par extension vous faire respecter davantage Jojo. Et ce qui est bien dans Jojo, c'est que ceux qui veulent des conséquences, ils vont en avoir. La mort de... J'ai même déjà oublié Jonathan avant, puis Kakyoin. Non, vraiment, j'aimerais qu'on applaudisse sa bravoure, parce que il n'était vraiment pas obligé. Mais il s'est mangé un Zawardo. Alors la partie 5, peut-être qu'on est vraiment sur le plus grand carnage. Surtout que je pense qu'on est sur la partie où les personnages secondaires ont la meilleure backstory. Wesh, Abakyo, Narancha, Bucharati. Non, les larmes peuvent couler. Si on continue avec les Weather Report, Anastasia, Hermès, même Jolene. Non, c'est trop fort les gars. D'ailleurs, au début, je me demandais si Jolene n'était pas la première prota féminine. Après, j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà un Gnome, et même dans le Shonen Jump, il y avait déjà Dr. Slump. Enfin, à râler. Mais Jolene et Stone Ocean m'ont vraiment trop marqué. Carrément, j'ai dû faire une vidéo, ça fait bientôt 2 ans. C'est ma 3e vidéo YouTube, vous la retrouverez ici. Pour conclure sur cette partie, les conclusions de Jojo sont vraiment toutes bien. T'es satisfait d'avoir passé cette aventure avec eux. Sauf la partie 4, désolé, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Mais le reste, Battle Tendency, où Joseph débarque à son propre enterrement, moi je pensais qu'il était mort carrément. Ou encore Abdul, Kakyoin et Iggy le Brave dans le ciel à la fin de Stardust Crusaders. Ou l'intronisation de Giorno Giovanna en tant que boss avec Mista. Non, c'est puissant. Et ce qui est aussi puissant, c'est le reset grâce à notre brave Emporio. Et la fin est juste magique, tout le monde se retrouve, puis on voit les personnages dans le ciel. C'est trop. Toutes les fins de Jojo, c'est trop. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas trop dans le sentimentalisme, et même les personnages ne sont pas animés par la peur, la crainte, ils sont des brouillards directs. Et en fait, Jojo, désolé mesdames, j'englobe la partie 6, mais ça transpire la virilité. Chacun fait ce qu'il a à faire. Les lieutenants font leur job tant que ça sert la cause. Ah, je suis en admiration totale. Moi, c'est ce qu'il me faut des fois. Pas trop de blabla, que de l'action. Non, en tout cas, les parties se suffisent à elles-mêmes, et même si ce sont des suites, les Jojo précédents laissent la place au Jojo actuel de prendre ses responsabilités. Et chez tous les Jojo, on retrouve ce côté iconique et emblématique.
Le volet emblématique va aborder beaucoup de choses, des choses qui rendent cette œuvre hors du commun et respectable. J'oublierai sûrement des choses, mais si on commence par les répliques des personnages. Les Jojo comme les Joe Bros avec le... De Joseph, non, ça et le... Ça me cale. On a aussi le retour de Abdul. Mohamed Abdul! Yes, I am! Ou encore l'iconique. Même juste les poses de Jotaro et de Dio, c'est emblématique. Bien sûr, je n'oublie pas les ora 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 et le fameux yare yare daze. Des fois, je me surprends à lâcher un yare yare daze. Est-ce que je dois vraiment vous parler de Giorno et son? Sans oublier le Muda 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 Muda. Pour moi, même le Weather Reporto, ça sonne trop bien. Oui, je suis un produit de l'animé, mais quand même. En fait, Jojo, c'est impossible que ça ne reste pas dans ta tête. Je pense notamment au No, 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 no. Yes, 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 yes. Et dites-vous que je n'ai que parlé des répliques des personnages pour l'instant. Mais les stands, j'en ai parlé brièvement juste avant. Mais qui ne s'est jamais dit que... Oh, attention, j'ai mon stand derrière moi. Ceux qui disent non, vous êtes des menteurs, hein, arrêtez. Hein. D'ailleurs, en commentaire, mettez-moi le nom du stand que vous aviez imaginé quand vous étiez dans la Matrix. Non, je poursuis. Qui n'a jamais fait le Zawardo? Des fois, je rajoute même le Tokyo Tomane, Star Platinum, Zawardo. C'est la Matrix, les gars. Oui, les stands, c'est un concept de ouf, avec énormément de références à des artistes, des acteurs, et ces stands qui sont des références deviennent à leur tour des références. Et ça, c'est fort, à travers leur nom, leur forme, leur pouvoir, à travers les Jojo, quoi. Et niveau stand, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Je pense par exemple à Mista, Sex Pistols, c'était vraiment trop cool. Même Jolene, avec Stone Free, c'était magnifique, plus son utilisation, sublime. Et si on reste sur la partie 6, on a aussi Made in Heaven. Oh là 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 là, les blasts sont trop stylés. Alors, je suis vraiment pas un spécialiste des facultés de chaque stand, mais j'apprécie leur utilisation qui est souvent poussée au maximum. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça rend les combats palpitants. Non, les stands, c'est vraiment trop l'emblème de Jojo. Même ce truc où tous les manières de stand s'attirent, j'aime trop. Mais bon, assez parlé des standos, oui, ça fait la renommée de Jojo, mais pas que. J'ai précédemment parlé des graphismes, mais il faut en reparler. Quand tu vois certains caractères, ça marque le coup, le moment, et puis c'est vraiment pas discret. Et les caractères, c'est pas un truc qui n'existe pas, en tout cas dans les mangas, parce que dans plein de mangas, il y a des onomatopées et tout, mais Araki a son style d'onomatopée. Et dites-vous que tout ce que je vous dis depuis que j'ai commencé le volet emblématique, ça rentre dans ce qu'on appelle les Jojo Ref. Le manga est tellement iconique qu'en dehors du manga ou de l'animé, quand des éléments sont utilisés, tu sais que ça vient de Jojo. Vous savez que ça c'est une folie, hein. Y a pas de débat comme les œuvres comme Naruto, Bleach, Dragon Ball, ou ah mais ça vient de Dragon Ball, ça vient de trucs. Non, là, c'est clair et net, tout le monde sait. Même les aveugles, même les sourds muets, ceux qui ont la ref, on est ensemble. Carrément, sans avoir regardé Jojo, je savais ce que c'était des Jojo Ref, parce que dans les œuvres que je regardais, il y avait des Jojo Ref. Je vais prendre Gintama en exemple, encore Saiki Kusuo. Et en fait, ces références-là, elles sont faites avec humour, avec par exemple les traits des personnages qui sont renforcés. Là, j'ai parlé des choses qui rendaient Jojo emblématique pour moi. J'ai parlé des choses qui se centraient autour du manga principalement, et un petit peu de l'anime, puisque sa fonction première, c'est d'adapter l'œuvre. Et comme héritage, c'est déjà exceptionnel. Mais si on parle des rajouts de l'anime, ça ne fait qu'agrandir le palmarès. Quand tu regardes l'anime, il y a trop d'éléments qui te font te dire que là, non, c'est Jojo. Oh, déjà les OST. Celle de la partie 5 a tellement fait fureur en 2020. Laisse tomber. Et je pense au Poli 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 de Mario. Les OST de Battle Tendency. Aïe 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 aïe. Les OST de Stardust Crusaders. Les Eyecatcher aussi, les gars. Normalement, vous aurez remarqué que j'ai mon préféré. JoJo's Stone Ocean. Ah, c'est fort. Il y a les To Be Continued, c'est juste magique, les gars. Et rendez-vous compte, je n'ai même pas encore parlé des openings, des endings. Trop de bangers et même l'ending de la partie 5. Bon, R&B. Every time I close my eyes. Et même le concept de faire les openings en 3D, c'est vraiment cool. Niveau animé, on a aussi les effets sonores. Vraiment, merci David Productions pour les travaux. Araki avec Jojo a vraiment rendu son œuvre unique en tout genre et sur énormément d'aspects. Notamment la mode avec des chara-design vraiment recherchés. Carrément, cet attrait pour la mode lui a valu l'honneur d'une collaboration avec Gucci, Mercedes, LG, Converse et même une exposition au Louvre en plus des expos au Japon. Ce qui veut dire que Jojo a pris une dimension que ça dépasse même le cadre du manga. Et on parle de collaboration avec les marques de couture, hein. Pas les McDo ou
ou les boissons énergisantes du pays. Donc il faut vraiment respecter Jojo, et par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est juste un plus, parce que normalement vous devriez déjà respecter Jojo, parce que lire ou regarder l'œuvre en elle-même suffit à la mettre au panthéon. En tout cas, en arrivant sur les réseaux, je comprenais pas trop les critiques qu'il y avait à l'égard de Jojo, notamment les allégations sur l'orientation sexuelle des personnes qui regardaient Jojo. Après, j'ai regardé la partie 5, j'ai compris. Non, je rigole. Mais vraiment, blague à part, je comprends vraiment pas comment un ovni comme Jojo n'est pas plus respecté par la communauté manga. Je l'ai dit plus tôt, mais pour moi, c'est vraiment dans le panthéon des animés manga. Et avec Dragon Ball, en dehors de la série de vidéos que je viens de faire, pour moi, c'est vraiment des trucs hors catégorie. Jojo et Dragon Ball, hein, franchement, même si j'ai dit Hunter x Hunter parce que je respecte et tout, mais sinon, Jojo et Dragon Ball, c'est vraiment au-dessus par rapport à l'apport qu'ils ont. Il y a des œuvres que j'apprécie beaucoup plus que ces deux-là, mais vraiment inclassable, 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 respect total. En tout cas, voilà, cette vidéo s'achève en même temps que la série de 3 vidéos sur les œuvres que je respecte le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série de vidéos, à donner aussi votre top 3 des œuvres que vous respectez le plus. Et dit plutôt, mais mettez vraiment votre nom de stand en commentaire avec ses facultés, ça risque d'être drôle. En tout cas, voilà, si la vidéo elle t'a plu, je sais qu'elle t'a plu, sinon tu serais pas resté jusque-là. Like, abonne-toi, partage à quelqu'un qui ne respecte pas Jojo, et partage aussi les autres vidéos. D'ailleurs, si toi t'as pas vu les autres vidéos, il y a la playlist juste ici où tu peux regarder les anciennes vidéos. Continuez de donner de la force à la chaîne, le lourd arrive, ça me fait énormément plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Donnez la force ici, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch, parce que je vais bientôt reprendre le live avec une émission que je vais faire avec des photos. Et donc voilà, prenez soin de vous et ciao.